Donc, bonjour. Olivier et moi, on est contents d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais essayer d'ajuster ma voix un peu avec le micro. Donc, chez Quai de la Mort, on est partenaire de beaucoup d'entreprises agricoles et aussi d'entreprises alimentaires. C'est un domaine qui est très important pour nous. On participe à beaucoup d'activités, des congrès, et à chaque fois, c'est intéressant pour nous là, de suivre vos entreprises et de nous donner la chance aujourd'hui, par l'entremise du CRAG, de vous faire une présentation. C'est vraiment très apprécié. Donc, pour deux avocats, de venir devant vous aujourd'hui et de vous faire une présentation, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué parce qu'on se demande si on va être à la hauteur puis on va être intéressant. Comme mon collègue Olivier est un amateur de hockey, je lui ai dit, notre défi, c'est juste de ne pas paraître aussi long que la saison du Canadien. Il a compris ce que ça voulait dire. Donc, nous, on est des avocats d'affaires, c'est-à-dire qu'on est impliqués dans peu de litiges. On travaille beaucoup en planification. On rencontre des gens, puis on essaie de les organiser pour que leur structure juridique soit efficace et que ça réponde à leurs besoins. Et aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, c'est qu'en matière de gouvernance, au niveau des entreprises agricoles, il y a une certaine problématique. Parce que depuis que je pratique, j'ai eu des gens qui sont venus me rencontrer qui n'étaient pas très bien organisés. Donc, ils vivent des problèmes et plutôt que de planifier, on les a rencontrés à des moments où là, on était sur le point que la situation tourne au litige finalement. Alors que ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est que si on planifie bien notre situation, si on prend le temps de réfléchir au modèle d'affaires qu'on veut utiliser, donc ça va être beaucoup plus facile, puis notre structure juridique va être plus efficace, puis on va avoir des bonnes règles de gouvernance. Donc, tout ça dans un contexte, évidemment, de transfert d'entreprise. Donc, aujourd'hui, un fait qui est important, c'est le suivant, c'est que la majorité des propriétaires de PME transféreront le contrôle de leur entreprise dans la prochaine décennie et une minorité des propriétaires d'entreprises auraient un plan de relève. La ferme étant une véritable PME aujourd'hui, elle est confrontée à cette même réalité. Donc, bonjour à tous. Il est également un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Puis, dans le fond, comme disait Maître Levasseur, le transfert de ferme est une étape névralgique là, dans la vie d'une ferme agricole, tant pour le cédant que pour le repreneur, surtout dans un contexte de reprise familiale, il peut y avoir des considérations émotives. Donc, il faut non seulement tenir compte de l'avenir de l'entreprise, de la retraite des parents, mais aussi du maintien des liens familiaux. Puis, il y a les jeunes aussi qui s'en viennent. Il faut penser aux défis d'envergure qu'ils auront à relever, donc l'accès au capital, les diverses réglementations à respecter et aussi là, la prise en charge d'une substantielle dette là, parfois. Donc, selon les études, l'absence de planification est l'une des principales sources d'échecs de transfert d'entreprise, principalement aussi au niveau agricole. Donc, la solution, nous, qu'on propose, en fait, c'est la mise en place de bonnes pratiques de gouvernance, et ce, lors d'une bonne planification, plusieurs années avant le transfert, et ainsi, on va assurer la réussite de l'intégration de la relève. Donc, on voulait aussi vous parler, là, pour bien asseoir notre sujet aujourd'hui, des principales formes juridiques que l'entreprise agricole peut utiliser au Québec. Donc, on a l'entreprise individuelle, la ferme, par exemple, Yves Thériault. On pourrait avoir aussi la ferme Pilote et Lucie Lévesque, société en nom collectif, qui est une société de personnes. Ensuite, on pourrait avoir aussi la personne morale, celle qui est la plus souvent rencontrée, la ferme Louis-Paul Gendron Incorporée, par exemple. Et on a aussi une autre personne morale, la ferme coopérative de Saint-Ulrich. En fait, il faut savoir qu'une panoplie de raisons explique pourquoi on emploie une forme juridique plutôt qu'une autre. Mais on retient là, en général qu'il y a trois raisons qui expliquent l'emploi ou non d'une forme juridique. C'est le formalisme, les coûts d'utilisation et la fiscalité là, en lien avec chacune de ces formes. Donc, comment s'exerce la gouvernance dans l'une ou l'autre de ces entreprises? Évidemment, pour la ferme Yves Thériault, une entreprise individuelle, c'est Yves Thériault lui-même probablement qui va prendre toutes les décisions et qui va en assumer tous les risques. Au niveau de la société en non collectif, donc quand il y a deux personnes et plus qui sont associées, c'est les deux personnes au prorata des parts qu'ils peuvent détenir, évidemment, qui vont prendre les décisions.
Quand on parle d'une compagnie, là, c'est un peu différent. On va y revenir un petit peu plus tard. Là, il y a les actionnaires et les administrateurs, mais c'est vraiment les administrateurs, le conseil d'administration qui va prendre les décisions importantes pour faire des acquisitions d'équipements, pour contracter des emprunts et pour passer là, toute convention qui va impliquer la compagnie. Du même genre, la coopérative, c'est le conseil d'administration qui va prendre les décisions, qui va nommer les dirigeants et qui va faire en sorte que la coopérative va pouvoir poser des gestes juridiques. Donc, c'est bien beau de parler de gouvernance, mais on pensait qu'il était approprié justement de venir définir ce qu'est la gouvernance quand on va venir la vulgariser. Donc, quand on parle de gouvernance, on parle ici là, de l'ensemble des pratiques qui peuvent être exercées par un conseil d'administration pour développer une direction stratégique, pour s'assurer que les objectifs sont atteints, pour s'assurer aussi que les risques sont bien identifiés et que les ressources de l'entreprise agricole sont utilisées avec efficacité et efficience. Donc, en l'espèce, dans le contexte d'une transition d'entreprise agricole, bien, un bon conseil d'administration, dans son rôle de voir à la direction stratégique, va identifier le risque, par exemple, que le manque d'expérience en gestion d'une relève. Puis là, le conseil d'administration va veiller à dûment se prémunir contre ce risque-là en préparant l'entreprise agricole plusieurs années d'avance et en adoptant de bonnes pratiques. Donc, je vais vous donner deux exemples puis qui vont lancer un peu le reste de notre présentation. Dans le premier cas, on a deux actionnaires qui sont dans une société. Il y en a un qui a 80 des actions, l'autre a 20 des actions, et puis ils sont les deux administrateurs. Donc, s'il y a une décision à prendre et que les deux administrateurs doivent prendre une décision pour la société, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est mon premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est une société dans laquelle un actionnaire, qui serait par exemple le père de famille, aurait 80 des actions de la société et ses deux fils auraient chacun 10 des actions, mais les trois personnes sont administrateurs de la société. Même chose, s'il y a une décision importante à prendre, comment va se prendre cette décision-là? Donc, gardez ces deux exemples-là en tête. Là, on va y revenir un peu plus tard. Au niveau de la gouvernance, ce que vous a donné comme définition mon collègue Olivier, évidemment, pour qu'il y ait une bonne gouvernance dans une société, il y a des règles qui sont importantes. Là, je vais vous en lire quelques-unes. Donc, il y a la tenue régulière de réunions du conseil d'administration. Ensuite, il y a l'examen régulier de la situation financière de l'entreprise par la production d'états financiers mensuels. La nomination d'administrateurs externes ou de mentors aptes à accompagner efficacement la relève. Et évidemment, il y a l'accompagnement par des experts dont les avis pourront aider les nouveaux administrateurs à prendre des décisions éclairées. Donc, quand on parle de relève dans une entreprise, évidemment, on se demande toujours c'est quoi la place qu'ils peuvent prendre par rapport aux propriétaires actuels et c'est quoi le compromis qui devrait être fait entre les propriétaires et la relève pour que chacun y trouve son compte. Parce qu'évidemment, la relève veut s'impliquer, veut réaliser des nouveaux projets et les propriétaires en titre qui vont laisser la place, bien eux, ils veulent s'assurer de la bonne gestion, que ça va être rentable, que leur avoir va être protégé. Donc, il faut trouver un compromis. Et ce compromis-là, il va naître comment on va y arriver, mais c'est ça qui est important là, en pratique, c'est que, donc, ça m'amène le point suivant, Olivier. Donc, avant de traiter là, de nos mises en situation là, pour bien expliquer des notions de gouvernance, on jugeait aussi approprié de revenir aussi sur la société par action, là, qui est une des formes juridiques employées là, par l'entreprise agricole. Donc, pour les fins de notre présentation, on part de la prémisse que l'entreprise agricole est exploitée sous la forme d'une société par action, vu ses nombreux avantages, dont la personnalité juridique distincte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise agricole est distincte de ses principaux acteurs, donc on va parler d'actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés, et distincte des actes de la société par action. En fait, ça n'engage qu'elle-même, sauf exception. Après ça, il y a les incidences fiscales pour la société par action, qui est quand même avantageux, puisqu'on parle d'un taux d'imposition intéressant. Il y a la possibilité de fractionner le revenu aussi de sources agricoles.
Puis, c'est plus facile aussi d'obtenir du financement, vu sa personnalité propre et le fait qu'elle peut aussi émettre des actions là, pour financer ses activités. Donc, on va passer maintenant à notre première mise en situation. Donc, on a Louis-Paul. Louis-Paul détient 80 des actions de la ferme Louis-Paul Gendreau Incorporée. Et ses deux enfants, Pierre et Lucie, détiennent chacun 10 des actions. Les trois forment ensemble le conseil d'administration et agissent comme administrateurs de la société par action. Donc, pour les fins de la mise en situation, on va présumer là, que les seules actions qui sont émises, c'est les actions votantes et participantes. Et là, la question qui se pose, puis ça peut paraître évident, mais on va voir qu'en pratique, c'est peut-être moins. Qui contrôle et prend les décisions importantes de la société? Ça, c'est un cas qu'on retrouve souvent. Les gens viennent nous rencontrer et ils pensent que parce qu'ils ont la majorité des actions, ils contrôlent la société. Puis c'est une erreur qui est importante, là, parce que c'est le conseil d'administration qui prend les décisions. Donc, dans ce cas-ci, Louis-Paul, avec ses deux enfants, sont trois administrateurs. C'est donc les deux fils qui pourraient prendre des décisions à l'encontre de ce que Louis-Paul décide. Parce qu'au niveau du conseil d'administration, c'est un vote par personne. Ce n'est pas le nombre d'actions, là. Donc, ça, c'est important. Puis, on voit souvent les gens qui nomment des administrateurs dans leur société, puis ils se disent, bien, de toute façon, j'ai le contrôle, j'ai le plus grand nombre d'actions. Mais s'il y a une réunion du conseil d'administration, puis qu'il y a une décision importante à prendre, mais ce sont les administrateurs qui vont décider. Donc, le même exemple tout à l'heure des deux cas, l'autre exemple que je vous ai donné où il était 80-20, 80 à 20 deux personnes, mais celui qui a 80 il est un administrateur, celui qui a 20 est un administrateur aussi. Donc, s'il y a une décision importante à prendre, puis qu'ils sont les deux administrateurs, ils sont dans une impasse. Alors qu'ils, normalement, ils ne devraient pas être dans une impasse. Il aurait dû prévoir une situation où celui qui a 80 des actions, il y a une prérogative pour prendre certaines décisions parce que c'est lui qui a le plus à risque, dans le fond, parce que c'est lui qui a le plus grand pourcentage d'actions. Fait que ça, c'est des problèmes qu'on voit souvent. Puis, quand on dit aux gens, voici la situation, c'est votre conseil d'administration qui décide, bien, c'est ça. Ils constatent que ça peut avoir des effets importants. C'est sûr qu'il y a des nuances à ça parce que à la fin de l'année financière, on nomme les administrateurs. Donc, celui qui a 80 il pourrait arriver à la fin de l'année suivante et dire, bien là, mes deux garçons qui ont 10 chacun, je ne les nommerai pas administrateurs pour la prochaine année. Mais ce n'est pas tellement positif pour une entreprise de nommer des gens comme administrateurs, puis ensuite de leur retirer ces pouvoirs-là pour exercer son pouvoir. Ce n'est pas une bonne planification, puis je ne crois pas que c'est ça qu'on devrait faire. Ça provoque des tensions nécessairement là, dans les sociétés quand on agit comme ça. Donc, pour poursuivre, on va approfondir la notion d'actionnaire, administrateur, dirigeant et employé. Donc, c'est ça, c'est bien important de comprendre le rôle de chacun là, des acteurs là, de l'entreprise agricole avant d'établir une planification. Donc, les actionnaires, on se rappelle que c'est les personnes qui ont souscrit à des actions en échange du capital investi dans la société. Puis on se rappelle que les actionnaires, en fait, ils ont seulement le pouvoir d'élire les administrateurs pour l'Assemblée générale annuelle suivante et ils ont le droit de voir les états financiers annuellement. Et aussi, ils ont le droit de décider ou non là, de nommer un vérificateur. Mais il faut bien comprendre, comme le disait Maître Levasseur, le fait pour un actionnaire de contrôler la société ou de désigner un ou des représentants au conseil d'administration ne suffit pas en lui-même pour lui conférer des pouvoirs décisionnels là, sur la société. Ensuite, on a les administrateurs. Donc, les administrateurs, bien, c'est eux là, qui ont tous les pouvoirs pour gérer les activités, les affaires internes de la société, surveiller la gestion. De façon générale, on dit que les administrateurs, bon, ils établissent les orientations de l'entreprise agricole, ils veillent à leur respect, à l'application. Puis, après, d'un autre côté, on a aussi les dirigeants. Les dirigeants, eux autres, c'est les opérations dans le day-to-day, les opérations quotidiennes de la société. Ils ont les pouvoirs qui leur ont été conférés par les administrateurs. Puis le dirigeant, mais lui, il doit suivre les orientations qui ont été établies par le conseil d'administration. Bon. Dans le contexte de l'entreprise agricole, on voit souvent là, que les mêmes personnes peuvent être à la fois l'administrateur et le dirigeant.
Mais il faut aussi bien comprendre que le fait d'être président du conseil d'administration ne confère pas en lui-même un droit de vote supplémentaire. Comme le dit Maître Levasseur, chaque siège au conseil d'administration, c'est un vote. Et ensuite, on a les employés. Les employés, eux, en tant que tels, ils n'ont pas de pouvoir là, décisionnel. Et en fait, l'employé, c'est lui qui s'est engagé à effectuer un travail sous la direction là, de l'entreprise agricole. En fait, peut-être juste une précision sur le président. Des fois, dans les statuts des sociétés, il y a une mention qui dit qu'en cas d'égalité, le vote du président est prépondérant. C'est plutôt rare maintenant, mais ça existe encore. Donc, si, par exemple, il y avait 4 administrateurs d'une société et que lors du vote, il y a 2 administrateurs qui veulent prendre une décision et 2 autres, dont le président, qui veulent prendre une autre décision, bien, si les statuts prévoient que le vote du président est prépondérant, ça ferait en sorte que la décision que veut prendre le président serait celle qui serait prise là, par la société. Donc, comment on assure une bonne transition puis le respect de bonnes règles de gouvernance avec ce qu'on vient de vous dire? C'est que, évidemment, il faut que ce soit simple et que ce soit efficace. Là. Il ne faut pas que le nombre d'administrateurs dépasse les activités de l'entreprise ou qu'il y ait des gens qui ne sont pas actifs dans la société puis qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, qui soient nommés, parce que tout ce que ça va faire, c'est que ça va alourdir les réunions du conseil d'administration, puis ça va alourdir aussi toutes les étapes qui peuvent mener à la prise de certaines décisions. Parce que, par exemple, si vous désirez obtenir un financement, évidemment, la société doit produire souvent des résolutions auprès de l'institution financière. Et là, s'il y a plusieurs administrateurs, des administrateurs qui sont éloignés, bien là, il faut obtenir des signatures. Et là, on se retrouve dans une situation qui n'est pas efficace. Là. Aussi, il ne faut pas nécessairement que les gens qui font la tenue de livre des sociétés agricoles en soient les administrateurs parce qu'ils ont les mains un peu dans l'administration puis la gestion. C'est pas mieux non plus. Les gens qui devraient être administrateurs sont les gens qui prennent les décisions. Les gens qui, dans le fond, ont les intérêts de développer les projets de la société et qui aussi ont des actions, normalement, parce que c'est leur bénéfice à eux qu'ils visent. Ils visent à ce que la société se développe, qu'elle réalise des profits, qu'elle soit rentable et qu'à la fin, leurs actions prennent de la valeur. Donc, c'est de trouver un compromis pour que les administrateurs représentent bien les actionnaires. Ça, c'est important. Dans certains cas, des fois, on peut avoir des administrateurs externes. C'est des gens qu'on engage, qui ont une expertise, qui connaissent votre marché, qui peuvent vous aider, puis qui viennent siéger sur votre conseil d'administration pour vous aider à vous guider dans les opérations de la société. Donc, on va passer à la prochaine mise en situation. Exactement. Donc, vous vendez vos actions à un membre de la famille ou à des employés. Vous êtes inquiet de laisser toutes les commandes de la ferme aux nouveaux acquéreurs, de la ferme ou de l'entreprise, aux nouveaux acquéreurs qui n'ont pas d'expérience de gestion et il subsiste un important solde de prix de vente qui vous est dû. Donc, la question qui se pose, c'est que faire pour éviter que ça tourne mal? Donc, il y a plusieurs façons d'y arriver pour pas que ça tourne mal. Il y a plusieurs mécanismes de gouvernance, de pratiques qui peuvent être mis en place pour sécuriser les cédants, là, tout en faisant la place à la relève. Donc, ici, on peut parler là, du contrôle de la composition du conseil d'administration par l'émission d'actions multivotantes, donc avec plusieurs votes par action. Ça va permettre au cédant d'élire à son gré là, les administrateurs de l'entreprise agricole. Puis comme ça, bien, on va avoir vendu une partie importante des actions, mais on va garder quand même le contrôle là, sur la composition du CA. Puis, on va éviter comme ça des décisions qui pourraient être préjudiciables à court terme d'un conseil d'administration qui pourrait être inexpérimenté. Là. Et ce, tant et aussi longtemps que le solde de prix de vente n'aura pas été acquitté là, par l'acheteur. Il y a aussi d'autres façons d'y arriver. On peut prévoir un droit de veto pour garder un certain contrôle sur les orientations là, de l'entreprise agricole. On peut prévoir ce droit de veto-là de différentes façons. On peut le prévoir dans une convention unanime entre actionnaires. On va revenir tout à l'heure là, sur les conventions entre actionnaires. On peut aussi se prévoir d'un droit de veto avec des actions multivotantes.
Donc c'est ça. Sinon aussi, on peut prévoir dans l'acte de vente certaines clauses d'obligation d'information en faveur du cédant. Donc cette obligation-là va comporter une obligation pour la société, l'acheteur, de divulguer des états financiers mensuels, annuels, des bilans, des budgets, pour s'assurer que les décisions soient des bonnes décisions et que ça ne mette pas en péril justement la société, sa santé financière. Tout ça dans l'esprit de garder le solde de prix de vente qui est dû, parce que ça pourrait... Afin de protéger finalement celui à qui est dû un solde de prix de vente, nécessairement, il est prêt à laisser de la place à la relève, mais il veut s'assurer qu'il va récupérer les sommes qui lui sont dues, donc il conserve un certain contrôle sur la société. Puis c'est normal, c'est comme ça que ça se réalise dans la plupart des cas. Merci pour cette précision. Donc, on va passer à la prochaine mise en situation. Donc, voici l'état de la situation. On a une entreprise agricole qui a 2 actionnaires. On a un père et un fils. Le père détient 80 de l'ensemble des actions votantes participantes. L'autre 20 est détenu par le fils de 23 ans qui travaille depuis son plus jeune âge à la ferme. Le père désire éventuellement transférer la totalité de ses actions à son fils. Dans ce contexte-là, on se demande comment réaliser un transfert complet de l'entreprise. Donc, évidemment, la première étape, c'est d'établir un plan de transfert. Et qu'est-ce que devrait comporter un bon plan de transfert? Évidemment, il doit y avoir une répartition des rôles et des responsabilités dans l'entreprise. Ça, c'est le point de départ. C'est ça qui fait que les 2 parties vont y trouver leur compte. C'est que ça va être établi clairement ce que chacun doit faire et c'est quoi ses responsabilités. Ensuite, il faut faire un inventaire des pouvoirs à transférer. Puis là, quand je parle de pouvoir, c'est au niveau des décisions. Là. Qui va prendre les décisions advenant que telle situation survienne? Et comment va s'exercer le pouvoir dans la société? Parce que si ça, c'est clair, bien, les 2 parties vont demeurer satisfaits de leur situation puis du développement parce qu'ils savent qui doit prendre les décisions en fonction des événements qui surviennent. Ensuite, il faut déterminer la stratégie. Donc, quand je parle de stratégie, c'est comment va se faire le transfert, l'échéancier finalement, et la stratégie pour y arriver. Donc, l'implication de plus en plus importante du releveur dans l'entreprise, le contact avec les clients, bon, sa présence, ainsi de suite. Fait que ça, c'est au niveau de la stratégie, c'est important que ce soit bien défini entre les 2 parties, là, comment ça va se réaliser. Ensuite, pour compléter le plan de transfert, il est vraiment important de convenir d'une convention entre actionnaires, entre le père et le fils dans notre situation. Pour convenir de cette convention entre actionnaires-là, il est vraiment important de ne pas s'improviser, le juriste, puis de ne pas utiliser des modèles. Il faut vraiment bien s'entourer. Parce qu'il y a vraiment des clauses importantes dont je vais faire mention plus tard, qui sont vraiment importantes à bien rédiger. On peut aussi, une mention importante, convenir de la convention entre actionnaires à tout moment, bien qu'il est plus avantageux de le faire au début de l'exploitation de l'entreprise agricole. On peut le faire au moment où on a commencé notre planification. Donc, je parlais des clauses. Les clauses les plus importantes qu'on doit retrouver dans une convention entre actionnaires, dans ce cas-ci, c'est des clauses de transfert d'actions. Donc, on va avoir un transfert d'actions qui va être subordonné au consentement d'un des 2 actionnaires. Donc, si un veut se départir de ses actions, on va devoir avoir le consentement de l'autre. Et principalement, au niveau de cette clause-là, on va venir établir la valeur des actions à un moment donné. On va établir les modalités de transfert. On va établir quand est-ce que ça va se faire, selon quelles conditions. Ça, c'est vraiment important parce qu'on va pouvoir les convenir d'avance. Puis quand le moment va être rendu au transfert, mais tout va être canné puis ça va avoir été négocié. Aussi, on va venir ajouter une clause de décès. Donc, si peut-être juste avant, Olivier, sur les modalités de transfert, un élément qui est très important, c'est la clause d'évaluation. Comment on va évaluer la valeur des actions dans l'entreprise dans le temps? Ça, c'est important parce que souvent, c'est une source de conflit. Quand on veut transférer des actions à la relève puis qu'on ne s'entend pas sur la valeur des actions, c'est problématique. Quand c'est prévu d'avance, la façon d'y arriver, c'est un élément qui est simple. Soit c'est une formule où on utilise un évaluateur, mais ça évite des discordes entre les actionnaires.
Oui, puis si je peux continuer, c'est ça. Au niveau de la clause de décès, en fait, on va prévoir un mécanisme d'achat-vente des actions. Si un des deux actionnaires vend, ben, on va être obligé là, de le vendre à l'autre actionnaire, là. Donc, advenant que le père, dans notre mise en situation, devait mourir là, avant la date prévue pour le transfert, bien, le fils va avoir une option là, pour acheter les actions de la succession. Il est vraiment important ici de mentionner aussi que la mention au testament là, va être insuffisante. Là. Si, mettons, les deux actionnaires ont chacun leur testament, le fait que les deux se lèguent mutuellement les actions, ça ne sera pas suffisant là, pour que ça puisse être transféré au décès d'un des deux actionnaires, parce que le testament il peut toujours là, être changé, puis il n'est pas dit là, que les actionnaires vont prévoir d'autres choses. Donc, aussi, au niveau, une clause qui pourrait être intéressante, au niveau de l'assurance vie. Donc, financer l'action du décédé, bien, financer l'acquisition des actions du décédé, bien, avenant le décès, on va faire souscrire une police d'assurance vie, là, pour la société sur la vie là, de l'actionnaire donné. Puis aussi, une dernière clause qui est vraiment importante, on va avoir une clause d'arbitrage et de médiation qui va venir, en fait, prévoir d'avance les modes de règlement des différends éventuels qui pourraient survenir dans la relation entre les actionnaires. Donc, en résumé, au niveau de la convention entre actionnaires, souvent, quand on rencontre les clients puis on travaille sur une convention, on leur dit toujours la même chose. On leur dit, votre convention, tant que vous allez vous entendre, elle va rester dans le classeur puis vous ne vous en servirez pas. Mais la journée que vous allez en avoir de besoin puis que vous allez la lire, ça va être important que ça respecte les termes et conditions que vous êtes entendus au départ. Puis si vous ne l'avez pas mis par écrit, ça va être difficile par la suite là, de revenir sur ces points-là. Donc, c'est important que ce soit par écrit. Puis, évidemment, c'est ça qui va permettre d'éviter, dans bien des cas, là, des litiges entre des actionnaires qui sont coûteux et souvent inutiles. On va passer à la prochaine mise en situation. Donc, âgés respectivement de 46 et 48 ans, Félix et Philippe sont deux frères administrateurs et actionnaires à part égale d'une entreprise agricole. Félix Côté aimerait que son fils reprenne ses actions lorsque le moment sera venu. Advenant que Félix subisse un accident vasculaire cérébral et qui devient inapte, comment s'assurer que ce soit son fils qui exercera les droits rattachés à ses actions durant sa convalescence? Donc, la solution là, qui est retenue, là, en fait, c'est vraiment important de convenir d'un mandat en cas d'inaptitude pour que si Félix, en fait, là, devient inapte, eh bien, qu'on ait une personne qui va pouvoir exercer les droits de vote qui sont rattachés à ces actions. En fait, ce mandat en cas d'inaptitude-là, c'est beaucoup plus simple qu'une ouverture d'un régime de protection où est-ce qu'on va avoir une tutelle, une curatelle ou un conseiller au majeur. Parce que dans ce cas-là, dans notre mandat en cas d'inaptitude, il n'y aura pas de conseil de famille qui va être tenu, puis il n'y aura pas le risque non plus là, qu'une personne une personne qui soit indifférente à l'entreprise agricole qui soit nommée. Là. On veut s'assurer que ce soit la bonne personne qui soit nommée pour exercer les droits de vote. Donc, c'est ça. Félix, finalement, dans son mandat d'inaptitude, il pourrait nommer sa conjointe responsable de sa santé et de ses biens personnels, mais au niveau de ses actions d'entreprise, il pourrait nommer son fils. Puis s'il veut protéger aussi la situation, il pourrait nommer deux personnes. Il pourrait nommer son fils et sa conjointe aussi. Donc, à deux, il exercerait les droits là, pendant que Félix est inapte. Et ça, il y a une situation qui a été vécue dernièrement où la personne n'avait pas de mandat d'inaptitude. Elle a eu un accident de vélo. Elle a été dans une situation où elle était inapte pendant une longue période de temps. Et comme elle n'avait pas de mandat, puis que personne ne pouvait agir dans la société pendant que cette personne-là était inapte, le temps que ça a pris pour mettre en place la situation, bien, la société avait fait faillite parce qu'elle avait des obligations à rencontrer, puis elle n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, le fait que la personne n'ait pas eu de mandat, ça a eu une conséquence qui a été désastreuse dans ce cas-ci. Donc, on est rendu à la conclusion. Ça tombe bien parce qu'il reste une minute. Donc, vous voyez par notre présentation qu'évidemment, c'est important là, que autant les gens, la relève, que les propriétaires actuels, ils comprennent bien leur rôle et leurs responsabilités. Et évidemment, dans un bon plan de transfert, on va prévoir ça. Puis on va prévoir
plusieurs modalités. Là. Les mécanismes de gouvernance, on vous en a parlé. Là. On va avoir un conseil d'administration qui va être efficace et qui va bien répondre là, aux attentes de la société. Aussi, on va avoir une convention d'actionnaires qui va avoir été établie. On va avoir le plan de transfert, comme je vous disais, qui va être détaillé avec des échéanciers. Oups. Et il va y avoir aussi un mandat d'inaptitude là, pour protéger en cas de situation problématique où une personne pourrait perdre l'usage de ses facultés. Et puis aussi, il faut reconnaître qu'il est très important de bien planifier le transfert et de ne pas attendre à la dernière minute. Le fait de procéder sérieusement puis minutieusement à l'identification de la relève et de mettre en place les mécanismes va faciliter l'intégration au moment opportun là, de la relève. Et puis, en terminant, on ne saurait trop le mentionner, mais la présence de professionnels compétents pour vous accompagner dans l'élaboration des mécanismes de gouvernance est primordiale là, pour assurer la pérennité de l'entreprise agricole. Puis, on demeure là, disponible là, en terminant pour les questions. Ouais, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou ben non, ils ont fait gricher notre micro pour nous dire que c'était terminé.